Bonjour à tous. Donc cette webconférence, c'est la première d'un second cycle de conférences qu'on a proposé à nos partenaires et qu'on a mis en place au moment du confinement. Et donc, on va poursuivre avec toute une série qui va continuer jusqu'au mois de novembre. La crise sanitaire qu'on vit tous en ce moment a profondément réinterrogé nos manières de vivre, nos manières d'habiter, mais aussi de nous déplacer. Les nouvelles pratiques de mobilité, voire parfois d'ailleurs de non-mobilité qui s'installent, pourraient durablement changer la situation des transports dans le Grand Paris. C'est pourquoi on a choisi aujourd'hui de vous proposer un web café qui prend appui sur deux notes qui ont été publiées cet été. Donc la première note concerne le télétravail et son impact sur les réseaux de transport en établissant trois scénarios prospectifs qui impliquent des parts de télétravailleurs très variables, évidemment selon les catégories socio-professionnelles. La deuxième note s'intéresse plus particulièrement à l'engouement des citadins pour les mobilités actives en extérieur, ce qu'on constate tous en ce moment. Donc, ce travail a été réalisé par l'atelier dans le cadre d'une équipe projet par Florence Anap, Vincent Noya et moi-même Patricia Pelou, avec également Christine Delahaye, Clément Mariotte, Morad Kaloua, Sandra Roger et Yann Fanche-Voléon. Pour cette note sur le télétravail et la mobilité, on est en fait reparti de ce confinement qui s'est imposé en France à partir du 18 mars, qui a entraîné une expérience inédite et massive avec un travail à la maison largement partagé. Et pourtant, la France ne faisait pas figure de pays pionnier dans ce domaine. Donc cette expérience, elle a permis d'accélérer le déploiement des outils numériques, de lever un certain nombre de réticences et puis de mesurer l'impact et l'intérêt du télétravail auprès des actifs comme des entreprises, pour autant qu'il soit pratiqué quelques jours par semaine et non 100% de son temps. Alors que de nombreux articles ont été publiés sur les retombées sociales et économiques, la PUR a souhaité se concentrer sur les impacts en matière de transport et plus précisément d'essayer à partir des données existantes dans le domaine de mieux quantifier les retombées sur les déplacements évités avec une pérennisation du télétravail dans le Grand Paris. Alors, on a d'abord cherché à dresser un portrait des mobilités 2020 et pour comprendre les évolutions possibles en 2025 ou en 2030. On s'est donc pour cela appuyé sur les données à la fois de l'INSEE, le recensement récent 2016, l'enquête globale transport, puisque toutes deux renseignent à la fois les modes de transport utilisés, les catégories socio-professionnelles, mais aussi pour l'enquête globale transport, les volumes quotidiens de trajets pour les actifs franciliens. Dans la métropole, on compte ainsi 20,6 millions de trajets pendulaires chaque semaine. Donc ce type de déplacement, il représente 22% des trajets réalisés un jour donné. C'est un poids relatif, mais en réalité, en budget de temps, ça représente un tiers des déplacements quotidiens des actifs, car ces trajets sont aussi les plus longs. Alors, ces données, elles confirment aussi l'usage privilégié des transports collectifs et de la voiture, puisqu'à eux seuls, ils recouvrent 82% des déplacements pendulaires, le reste étant essentiellement réalisé à pied. Alors, la structure de l'emploi en Île-de-France, elle est assez spécifique, il faut le rappeler, parce qu'on aura ainsi des indicateurs pour voir dans quelle mesure le télétravail peut être pérennisé. Il y a une surreprésentation de certaines filières, comme la finance, la communication, le numérique. Et puis surtout, on a 1,1 million de cadres et de professions intellectuelles supérieures, ce qui représente 35% de la population active de la métropole, alors qu'ils comptent pour 18% de la population active en France. Et si on considère les modes de transport utilisés pour les différentes catégories, on s'aperçoit que les cadres se déplacent majoritairement en transport collectif, pour 56% d'entre eux, et moins en voiture, pour en fait un quart d'entre eux. On s'aperçoit aussi que les employés sont les plus usagers des transports en commun et les moins usagers de la voiture. Maintenant, en termes de quotas en fait, de déplacements générés, les cadres à eux seuls réalisent 37% des déplacements domicile-travail en transport collectif et un tiers des trajets domicile-travail en voiture. Alors ces constats, ils sont à mettre en lien avec de nombreux facteurs. Bien sûr, le fait que les lieux d'emploi tertiaires sont mieux desservis par les transports en commun, donc pour les cadres, les employés notamment,
Et puis le fait que les cadres avec des revenus plus élevés peuvent davantage habiter à proximité des stations de métro, des gares RER, TER. Alors ces indicateurs, ils sont importants parce qu'ils permettent d'identifier des leviers en matière de déplacement et de déploiement du télétravail. Alors, aujourd'hui, le télétravail, qu'est-ce qu'on en sait? En fait, il est régulièrement mis en avant comme les espaces de coworking, l'étalement de l'heure de pointe, dans un panel de solutions à mettre en place pour répondre à la difficile équation entre la saturation des réseaux de transport et la croissance de la demande en déplacement. Et donc, pour comprendre comment ce télétravail pouvait s'installer, on est reparti d'une enquête du ministère du Travail qui a été réalisée en 2019, donc qui est très récente, l'étude de la DARES, et qui apporte plusieurs éclairages. D'abord, le télétravail, il est autant développé dans le public que dans le privé, mais davantage dans les très grandes entreprises et dans la fonction publique d'État. Par ailleurs, ce qui est surtout déterminant, c'est l'accès aux outils numériques et certains métiers, cadres, ingénieurs de l'informatique notamment. Et puis, certains secteurs d'activité sont très peu compatibles avec la pratique du télétravail. On pense notamment aux services à la personne, aux collectivités, à la restauration, à l'alimentation. Et puis, ce qui nous a semblé aussi très intéressant pour cette étude, c'est que le temps de trajet n'est pas le seul facteur incitatif, c'est-à-dire que si 9% des télétravailleurs réguliers habitent aujourd'hui à plus de 50 km de leur lieu d'emploi, on a aussi 10% de Parisiens qui sont déjà en télétravail et 6% des actifs de banlieue parisienne. Donc là encore, ces indicateurs sont importants parce qu'ils confortent le fondement d'une pérennisation plus massive du télétravail dans la zone dense. Alors à partir de cette enquête d'ARES qui montre qu'en 2019, 5,5% des télétravailleurs réguliers télétravaillaient entre 1, 2, 3 jours semaine, et que 1 cadre sur 7 télétravaillaient régulièrement, on a en fait repris ces données et elles ont servi de référence pour bâtir 3 scénarios. On a en fait varier de manière plus ou moins importante la part de télétravailleurs dans chacune des catégories socio-professionnelles. Et au sein de ces catégories, on a conservé le nombre de jours télétravaillés, 1, 2, 3 jours, dans les mêmes proportions. Donc on n'a pas fait varier cette variable-là. Par ailleurs, en fait, on a fait davantage évoluer les parts de télétravailleurs dans certaines catégories qui semblaient plus propices au télétravail. On pense notamment aux cadres, professions intellectuelles supérieures, mais aussi aux professions intermédiaires. Et à l'inverse, on a considéré que certaines catégories étaient peu télétravaillables, les ouvriers et puis les artisans commerçants, du fait que leurs déplacements ne peuvent pas être évités. Et dans les calculs, on a systématiquement retiré les artisans commerçants. Et donc, en s'appuyant sur cette structure de l'emploi et puis en tablant aussi sur une évolution des pratiques assez importante avec la crise sanitaire, 3 scénarios ont été développés. Donc, il y a un premier scénario dit à minima qui poursuit la tendance, qui place 20% des cadres en télétravail contre 14% aujourd'hui, et au total 10% des actifs hors artisans. Dans le second scénario réaliste, on tape sur près d'un tiers des cadres en télétravail et au total 15% de télétravailleurs réguliers. Et le troisième scénario plus ambitieux, il accélère en fait les évolutions en cours et il prévoit en fait que 40% des cadres sont en télétravail régulier et au total 1/5 des actifs. Alors dans un second temps, on a croisé ce nombre de télétravailleurs avec les modes de transport utilisés et le nombre de jours, le nombre de déplacements réalisés chaque jour grâce aux données de l'EGT. On a du coup pu évaluer en fait les déplacements domicile-travail qui étaient évités. Alors en tout, selon les scénarios, on a entre 1,11 million et 2,27 millions de trajets en moins du fait du télétravail régulier 1 à 3 jours semaine. L'autre constat, c'est le poids des cadres et des professions intellectuelles supérieures, puisque à eux seuls, ils permettent d'éviter 800 000 à 1,6 million de déplacements chaque semaine. Donc l'impact du télétravail sur la désaturation des réseaux de transport, elle semble dès lors assez significative, surtout si l'objectif c'est de décréter les heures de pointe, puisque la grande majorité de ces déplacements, ils sont réalisés sur ces périodes. Alors, pour consolider ces effets, il y a la question de la répartition équilibrée du télétravail, ce qui n'est pas évident, car le télétravail relève d'accords d'entreprise et d'intérêts qui sont autres que les seules questions de transport. Mais le risque, sinon, c'est d'avoir un cumul des effets de baisse sur les jours les plus couramment télétravaillés,
donc notamment les mercredis et les vendredis. Alors cette baisse des déplacements, elle est aussi à considérer dans ses effets sur l'amélioration de la qualité de l'air et sur le bruit. C'est-à-dire que les cartographies satellites qui ont été réalisées pendant le confinement au-dessus de l'Europe ont montré des baisses très significatives des niveaux de dioxyde d'azote. Et Air Paris a ainsi évalué de 20 à 30% la baisse des niveaux de dioxyde d'azote selon les semaines du confinement et à 50% le long des grands axes. Les effets sur le bruit aussi, ils ont été considérables. On s'en est tous rendu compte et Bruit Paris a pu mesurer en semaine 4 du confinement les effets sur l'environnement sonore en Île-de-France avec des chutes significatives du fait de l'arrêt des déplacements et de la chute du trafic aérien. Donc ce questionnement, en guise de conclusion, ce confinement, il ouvre de nombreux questionnements sur à la fois la manière de travailler, de se déplacer, comme disait Patricia, et puis il remet à l'ordre du jour des concepts de démobilité, de ville du quart d'heure, qui restaient jusque-là assez théoriques. Elles sont devenues assez concrètes. On s'aperçoit que ce télétravail, juste en termes de transport, il permet d'éviter entre 5 à 11% de l'ensemble des trajets domicile-travail sur une semaine, ce qui est assez considérable. Et pour autant, on n'a pas encore pris en compte, dans les calculs qui ont été effectués au travers de cette note, des déplacements générés par les habitants de Grande Couronne. Or, les habitants de Grande Couronne, ils occupent plus du quart des emplois du Grand Paris. Donc l'effet devrait être encore amplifié. C'est donc un véritable nouveau chantier qui s'ouvre. Ce télétravail, il a des effets sur la saturation des réseaux de transport, il a des effets de gains sur les budgets temps quotidiens des actifs, donc sur l'amélioration du cadre de vie, de la qualité de vie dans le Grand Paris, dans la zone dense. Il pourrait avoir des effets aussi sur la revalorisation de lieux d'habitat qui aujourd'hui sont peu attractifs, notamment dans l'approche couronne, parce qu'elles sont aujourd'hui éloignées de réseaux de transport et deviendraient du coup plus intéressantes avec ce nouveau cadre de travail. Et puis surtout, il permettrait de faciliter le déplacement des travailleurs essentiels, des artisans et le transport logistique. Donc merci Florence. Donc depuis le 11 mai, date qu'on a beaucoup attendue sur le déconfinement, l'espace public s'est aussi réorganisé pour offrir beaucoup plus de place aux piétons et aux cyclistes. La question qu'on s'est posée, c'est comment ces aménagements, assimilés à un urbanisme tactique, peuvent-ils accélérer aujourd'hui la transformation du Grand Paris vers une ville de plus en plus décarbonée. Le premier travail, la première transformation, je dirais, qu'on fait dans l'urgence, a concerné les rues qui concentraient de nombreux commerces de première nécessité. Donc, c'est assez cadré. Donc, les commerces de première nécessité sont les commerces alimentaires, les pharmacies essentiellement, où les flux piétons étaient les plus importants. La base de données des commerces que la PUR réalise à l'adresse, ainsi que la base de données des largeurs de trottoir, ont été très utiles à croiser pour ce travail. Donc, ce travail a été réalisé avec la direction de la voirie et des déplacements de la ville de Paris. On s'aperçoit que 45% du linéaire de trottoir à Paris font moins de 2,80 m. 2,80 m, c'est la largeur qui permet à deux personnes de se croiser en gardant une distanciation physique. C'est pourquoi des priorisations étaient vraiment nécessaires pour les rues les plus fréquentées. Donc, si on regarde le secteur de la place de Clichy élargi que vous avez sur cette image, il ressort la rue des Martyrs dans le 9e arrondissement, la rue Le Pic et la rue des Abbesses dans le 18e, ou bien la rue des Moines dans le 17e arrondissement. Voici quelques photos pour illustrer les aménagements qui ont été installés en un temps record par les services de la ville. Sur la gauche, vous voyez que des barrières ont été mises en place très rapidement pour neutraliser la file de stationnement au bénéfice de la distanciation physique des piétons, donc comme on peut le voir rue des Moines, dans une rue très commerçante. Des étalages se sont installés en extérieur quand la situation le permettait, c'est l'image du milieu. Et puis des rues ont été aussi rendues piétonnes ou aménagées en aire de rencontre, comme rue des Martyrs ou rue des Abbesses. Et depuis le 2 juin, à Paris et dans bien d'autres collectivités,
les cafés, les bars, les restaurants peuvent agrandir ou créer leur propre terrasse en investissant une partie de l'espace public. Donc ces dispositifs ont été tout d'abord limités à la période estivale, puis étendus à Paris jusqu'en juin 2021. Donc cette demande de piétonisation temporaire de voies peut être réalisée également par un collectif de commerçants ou une association de quartier. Un élément intéressant qu'on voit sur l'image du milieu, c'est aussi que certaines rues ont été piétonisées uniquement à certaines heures, ce qui permet aussi de travailler la chronotopie de l'espace public, comme ici rue Biot, où la rue est fermée uniquement entre 18h et 22h, puisque c'est une rue qui concentre beaucoup de cafés et de restaurants. Donc ces terrasses, elles assurent un rôle de sociabilité pour les citadins qui est largement apprécié après le confinement. Enfin, on peut sortir et profiter d'un espace agrandi. Et par contre, c'est vrai que pour l'acceptabilité des riverains, le respect d'engagement est vraiment indispensable, à la fois en matière de sécurité, les questions sanitaires, en matière de propreté, mais aussi de mobilité des piétons, de limitation du bruit et surtout aussi le respect des horaires d'ouverture et surtout de fermeture, fermeture à 22h. Donc on peut rappeler à Paris qu'il existe 14 000 cafés, bars, restaurants, ce qui est beaucoup et ce qui est aussi une grande richesse qui est très appréciée dans Paris et aussi d'ailleurs dans beaucoup de villes du Grand Paris. Et la moitié de ces 14 000 cafés, bars, restaurants disposaient déjà d'une terrasse. On estime aujourd'hui qu'environ les 2/3 des cafés, bars, restaurants ont demandé une extension ou une création qui est liée à la crise sanitaire. On aura un décompte précis en début d'année prochaine, y compris pour faire des analyses plus fines par quartier, grâce au nouveau relevé de la base de données commerce qui est justement en cours. La deuxième priorité a concerné les rues-écoles pour à la fois la gestion des flux et aussi la compréhension de la nouvelle règle de distanciation physique par les enfants, ce qui n'était pas forcément évident. Donc la PUR a travaillé avec la direction de la voirie et des déplacements afin d'identifier les centaines de rues-écoles qui sont situées dans des secteurs où déjà les mesures de distanciation sont facilement applicables. Donc on pense évidemment aux rues piétonnes ou aux aires de rencontre, mais ça a permis aussi d'identifier les écoles pour lesquelles des mesures de distanciation étaient plus difficiles. Donc la ville de Paris a par ailleurs lancé début mai un appel d'offres auprès d'agences de design urbain pour créer une signalétique spécifique aux abords des écoles. Donc le projet lauréat, que vous voyez sur l'image de gauche, a proposé un dispositif très simple de vaguelettes bleues et blanches, plutôt ludiques, à pulvériser directement sur le bitume à l'aide d'un pochoir. Sur cette carte, vous pouvez avoir une vision d'ensemble qui permet de montrer à la fois les rues qui sont piétonnes et les places, les rues, les places piétonnes en rouge, les rues qui sont apaisées en jaune et également les rues qui sont aménagées temporairement en bleu. Donc c'est vrai que cette carte, elle est vivante, elle nécessite d'être actualisée régulièrement en intégrant les transformations. Et donc c'est ce qu'on va justement faire la semaine prochaine pour intégrer l'ensemble des aménagements qui avancent très vite en ce moment. Donc, par exemple, il existait avant la Covid-19 une cinquantaine de rues-écoles qui étaient piétonnes, une quinzaine de rues-écoles apaisées. Au mois de septembre, 57 nouvelles rues aux écoles sont aménagées par la ville de Paris. Au mois d'août, environ 80 rues ont été temporairement piétonnisées à l'initiative des commerçants. Donc, c'est vraiment des initiatives locales qui ont permis ces aménagements temporaires et qui ont fait l'objet de demandes locales. Donc, pour certaines, la période de la crise sanitaire pourrait ainsi être une forme de préfiguration et d'expérimentation. Donc, regardons maintenant les aménagements cyclables.
Afin d'éviter un recours massif à la voiture individuelle au moment du déconfinement, des villes et les départements d'ailleurs se sont engagés dans la mise en œuvre de pistes cyclables temporaires. Donc sur cette carte apparaît ainsi en rose les 210 km de coronapistes aménagés à l'échelle de la métropole du Grand Paris, dont 70 km à Paris. Certaines ont été empruntées par de nombreux cyclistes dès le 11 mai, tandis que d'autres sont encore en projet et pour certaines, en tout cas, les fréquentations sont assez variables. Donc la PUR a rassemblé l'ensemble des aménagements cyclables existants, vous voyez sur cette carte en vert clair, en projet, ceux qui sont pérennes, qui sont projetés par les collectivités, ou bien temporaires, c'est celles qui sont en rose. Et on a également intégré les boucles cyclables olympiques qui visent à saisir l'opportunité des JO pour promouvoir la pratique du vélo en suivant à la fois des parcours d'intérêt touristique et de loisirs, les bords de Seine, la Marne, les canaux, et aussi qui irriguent l'ensemble des territoires. Les coronapistes ont été installées prioritairement le long des lignes de métro qui étaient chargées. Donc vous voyez ainsi sur ces photos les aménagements le long de la ligne 1 en est-ouest ou bien le long des lignes de métro 13 et 4 en nord-sud. Donc pour l'instant provisoire, ces nouvelles lignes, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle elles sont en jaune, ces nouvelles pistes cyclables pourraient s'ancrer de façon pérenne, d'autant que plusieurs d'entre elles se situent sur des tronçons qui étaient déjà visés par des plans vélos départementaux ou par la ville de Paris ou par le RER vélo qui est élaboré par le collectif Vélo Île-de-France. Donc le succès, il est là, notamment donc dans le cœur de la métropole. La pratique du vélo explose, comme en témoignent les comptages. Vous pouvez voir sur cet histogramme la situation à l'été 2019 sur la partie gauche, suivie d'une légère augmentation à la rentrée de septembre. C'est quelque chose de classique qu'on constate chaque année. Mais surtout une forte augmentation en décembre et en janvier qui était liée à la grève des transports en commun. Là, on peut voir que les comptages montrent qu'il y a eu un doublement donc de cyclistes. Puis la baisse qui est très importante pendant le confinement. Donc là, on descend jusqu'à une situation plutôt très basse. Et enfin, la croissance fulgurante post-déconfinement, où on peut voir que globalement, les cyclistes ont été 3 fois plus nombreux. Donc les citadins, ils ont réparé leur vélo. L'aide de l'État de 50 € a été un coup de pouce qui a été assez apprécié. Les services de vélo en libre service comme Vélib, mais aussi de location longue durée de type Véligo, qui est porté par Île-de-France Mobilité, rencontrent un frein succès puisqu'il y a même des listes d'attente pour Véligo par exemple. Donc les vélos électriques, de leur côté, se développent et permettent désormais d'attirer de nouveaux publics. Ça, c'est aussi intéressant. Des nouveaux publics, et aussi des cyclistes qui passent d'un vélo classique à un vélo électrique pour faire de plus longues distances. Donc, on a recherché ensuite à cerner ce qui relève d'une situation conjoncturelle et ce qui peut être plus structurant à l'avenir. Donc, la PUR a cherché à mieux documenter les nombreux trajets de courte durée dans le Grand Paris. Donc, on a mis sur ce graphique que vous pouvez voir donc sur cette image les modes de déplacement des actifs qui habitent et travaillent dans la même commune par EPT. Et sur la corde jointe, vous pouvez revoir ceux qui habitent et travaillent dans la même commune et qui s'y rendent en voiture. Selon l'enquête globale des transports, 72% des déplacements quotidiens internes à la métropole, tout motif confondu cette fois, font moins de 3 km. Donc c'est considérable et 3 km, ça représente une distance de 15 minutes en vélo. Donc ces trajets courts forment un véritable levier d'action pour repenser la mobilité dans le Grand Paris, en particulier dans la Petite Couronne et dans Paris où les réseaux de transport structurants sont saturés à l'heure de pointe. On a ensuite, dans l'étude, détaillé les différentes situations, bien évidemment, entre Paris, la proche couronne, la métropole du Grand Paris et la Grande Couronne.
On constate qu'il y a 45% des trajets domicile-travail qui font moins de 5 km dans la métropole, 21% font moins de 2 km et 24% entre 2 et 5 km, dont une partie qui se fait en voiture de façon non négligeable. Donc, on pourrait ainsi dire, quelque part l'interpréter comme la ville de 15 minutes est déjà là pour plus d'un quart de la population active. Donc, avec les applications et les calculateurs, chacun peut aujourd'hui comparer la pollution émise, son budget temps. Donc, c'est assez appréciable. Il existe plusieurs sites. Chacun, évidemment, peut choisir son application en fonction de ses habitudes. Mais toutes les différentes études, les applicateurs montrent qu'en comparant les vitesses de déplacement en ville sur les trajets de moins de 5 km, l'efficacité du vélo est très importante comparée aux autres modes de déplacement et notamment pour les véhicules individuels. De même, à l'heure où l'on cherche à optimiser l'occupation de l'espace, tous les travaux qui concernent les capacités comparées des modes de déplacement résonnent autrement. C'est des travaux qui existaient auparavant. Là, on a mis quelques images, notamment qui ont été publiées par la Société du Grand Paris. Et c'est vrai qu'à raison de 1,06 personnes par voiture aux heures de pointe, on constate que le débit maximal d'une chaussée en ville de 3 mètres ne permet qu'à 12 ou 16 personnes de passer par minute. Un tramway, par comparaison, permettra de débiter 90 personnes par minute, ce qui est d'ailleurs l'ordre de grandeur pour une piste cyclable de 3 mètres de large. Le record, lui, est atteint avec 180 piétons. La marche à pied, le vélo, les transports en commun forment ainsi les solutions de transport les plus efficaces. Pour conclure, nous retenons 4 grands enseignements. Donc, tout d'abord, une agilité, une souplesse dans les modes de faire. Les collectivités, on l'a vu, ont réussi à aménager de manière extrêmement rapide l'espace public pour répondre à ces nouvelles règles de distanciation, et y compris en interagissant localement avec les associations, les riverains, les commerçants. Deuxièmement, la phase de confinement a accéléré de façon considérable, comme l'a souligné Florence, la mise en place du télétravail en un temps record dans les entreprises. Et c'est vrai que tout le monde s'y est mis. La France, elle n'était pas du tout en avance sur ce point, bien que c'était un des objectifs du plan de déplacement et notamment du plan de déplacement de la région Île-de-France. Donc, troisièmement, on constate un basculement des mobilités actives qui ouvre vers des modes qui sont moins spatiovores et plus vertueux au plan de l'environnement. Donc, la crise a fait prendre conscience aussi des distances et notamment des mobilités de proximité. C'est vrai qu'on devait vivre dans un périmètre d'1 kilomètre autour de son domicile, donc ce qui correspond à une ville de 15 minutes à pied. En vélo, la ville de 15 minutes correspond à un périmètre qui est quand même beaucoup plus important, de 3 kilomètres, qui va bien au-delà de son quartier et de ses voisins, et encore plus, par exemple, en vélo électrique ou trottinette électrique, et bien sûr encore plus loin avec les bus et les métros. Et enfin, la crise sanitaire pourrait accélérer les transformations en faveur d'espaces publics qui sont plus urbains, plus lents et surtout qui joueraient un rôle de sociabilité plus fort. Les initiatives portées par les collectivités, les commerçants, les citoyens ont valeur d'expérimentation et de préfiguration pour des aménagements plus pérennes. Ce qui fait qu'on constate tous que l'espace public est devenu un lieu d'usage qui sont renouvelés dans Paris, dans le Grand Paris et dans bien d'autres métropoles, comme ici sur cette image à New York. Nous allons passer à la séquence d'échange et recueillir vos questions ou réflexions. Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette conférence. Je suis désolé, je suis arrivé en retard, mais j'ai pu assister à une grande partie. Donc, Pierre Musso, je travaille à la ville de Paris maintenant auprès d'Emmanuel Grégoire, donc le premier adjoint, et j'ai la chance de pouvoir suivre les sujets de transformation de l'espace public dans un contexte où
Effectivement, comme tu l'as très bien dit, comme vous l'avez très bien dit, la transformation se fait à pas géants grâce à l'urbanisme tactique. Je voulais juste dire 2 mots pour dire que en fait, l'urbanisme tactique, on avait quand même essayé de le promouvoir dans la mandature précédente, notamment Jean-Louis Missica. On l'avait porté, par exemple, sur Réinventer les places. Et là, on voit qu'on a une dynamique qui est exceptionnelle dans le contexte de la crise sanitaire, sans doute parce qu'il y a eu un consensus très, très large qui a permis aussi de s'abstraire des négociations qui étaient auparavant difficiles avec les services de l'État pour certains aménagements de pistes cyclables. Le fait aussi qu'on ait pu avoir un consensus très large pour une mobilisation de tous les restaurants et bars pour participer à ces terrasses éphémères. Donc, on a eu un mouvement de consensus qui nous a aussi donné l'opportunité de s'abstraire d'une consultation qui aurait été impossible à faire dans ces délais, mais qui aujourd'hui est nécessaire. Donc, le gros enjeu qu'on a maintenant, c'est de pérenniser les aménagements tout en gardant cette méthode d'aménagement tactique et de le faire en tenant nos autres engagements, végétaliser massivement. Ce qu'on fait en aménagement tactique de végétalisation, c'est pas ce qu'on veut faire demain. Il va falloir débitumer, planter, et puis surtout, il va falloir concerter réellement, puisque on a renforcé notre objectif de participation, de vote participatif. On va plus faire les mêmes méthodes que le budget participatif sans doute demain, puisqu'on veut aller beaucoup plus vite, mais on a un objectif d'inventer de nouvelles méthodes de participation. Et en fait, c'est là où on voit que l'aménagement temporaire, l'urbanisme tactique peut participer à faciliter cette concertation. En tout cas, c'est le pari qu'on fait et qu'on commence d'ores et déjà sur les abords des écoles, sur lequel on a de la même manière fait des aménagements très rapides avant la rentrée et des aménagements temporaires. Et dès maintenant, sur quelques abords des écoles, on veut débitumer, on veut végétaliser, et on veut associer d'abord les familles, les parents, en commençant cette concertation autour de ces écoles. Je voulais juste dire un autre mot et un sujet qu'on n'a pas évoqué, à moins que je l'ai raté au tout début, c'était qu'on voit donc que la crise a permis d'accélérer des comportements qui étaient en croissance, mais de manière très modérée, comme le vélo ou le télétravail. On peut aussi citer la téléconsultation, qui a un petit impact sur les mobilités. Et il y a quelque chose qui a beaucoup plus, qui a accéléré, et les professionnels du secteur disent on a gagné quelques années, c'est le e-commerce et la livraison à domicile. Et là, il y a un sujet aujourd'hui où il faut qu'on aille beaucoup plus vite dans la gestion de l'incidence, puisque alors que le vélo et le télétravail, globalement, ça va dans le sens de notre politique de déplacement, la livraison au domicile pratiquement s'inscrit pour une grande partie à l'opposé de nos objectifs dès lors qu'elle n'est pas organisée, dès lors que c'est des véhicules polluants. Mais néanmoins, la crise sanitaire a permis aussi de faire émerger des pratiques vertueuses, notamment de livraison avec des vélos cargo, de nouvelles pratiques de click and collect, des choses qui peuvent aussi avoir ses bénéfices. Néanmoins, on voit bien que le trafic a augmenté. C'est sans doute une des causes majeures d'augmentation de la congestion et de la pollution aujourd'hui. Bon, en tout cas, d'augmentation. On va dire que la pollution a retrouvé un niveau peut-être à Paris moindre que dans d'autres métropoles. J'avais vu, je ne sais pas si vous l'avez montré, mais c'est vrai qu'en termes de pollution, on a quand même fait des gains assez importants, contrairement à d'autres métropoles où ils sont revenus très rapidement au niveau d'avant-crise. Néanmoins, notre objectif, c'est d'aller beaucoup plus vite dans la lutte contre la pollution. Donc, la logistique liée à cette croissance très forte du e-commerce va devenir un enjeu clé. Et là aussi, on a des projets d'urbanisme tactique. Donc, on espère voir émerger ces solutions de logistique tactique très rapidement dans les prochains mois et donc commencer sur cette trajectoire. Voilà un petit mot. Désolé, pas de questions, mais quelques sujets encore à creuser ensemble. Merci Pierre. C'est vrai que sur la question, en tout cas du dernier kilomètre et du e-commerce, on a une étude qu'on est en train de finaliser, qu'on va pouvoir vous transmettre. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet avec l'explosion
en fait du nombre de déplacements. Et là, c'est vrai que c'est tout l'intérêt des espaces de livraison urbaine de proximité pour qu'ensuite on puisse organiser avec des véhicules qui sont plus légers. Et d'ailleurs, on voit bien aussi que se développe beaucoup le système de vélo assistance électrique, y compris depuis, par exemple, l'espace de livraison qui a été aménagé dans un parking tout récemment à l'île de la Cité. Et donc que les opérateurs sont en train de se mobiliser aussi avec vous pour organiser autrement et moins encombrer cet espace. D'autres personnes peuvent intervenir, vous pouvez lever la main. Je sais que Île-de-France Mobilité, Christelle Polo m'a indiqué qu'elle souhaitait intervenir. Alors bonjour à tous, donc j'ai un petit peu loupé l'introduction, donc merci de me laisser la parole. En quelques minutes, je vais te présenter le dispositif qui a été mis en place par Île-de-France Mobilité dans le contexte actuel. Un mot avant pour vous remercier pour la qualité des études qu'on a lues avec attention chez nous, parce qu'elles étaient vraiment complètes, et sur le télétravail notamment, vous aviez bien pris en compte, et c'était vraiment quelque chose d'intéressant, l'impact en fait des différentes catégories socio-professionnelles sur, enfin l'impact que peut avoir cette catégorie socio-professionnelle sur la possibilité de télétravailler ou pas. Et ça nous semble être un point aussi très important. Et aussi pour vous et pour la rapidité aussi de votre travail, parce que entre le confinement et la publication des études, ça fait peu de temps. Et alors un mot maintenant sur le travail. Donc, dans ce contexte très incertain de situation sanitaire que personne ne maîtrise et dont on ne maîtrise pas non plus l'impact sur les réseaux, on a voulu avoir une vision un petit peu quand même de comprendre quels étaient les comportements de mobilité. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations sur la manière dont les réseaux sont sollicités grâce aux comptages qui sont suivis de près. Donc on a régulièrement des remontées de comptages de ce qui se passe sur les réseaux de transport collectif, sur le vélo, sur la route. En revanche, on ne sait pas vraiment en fait les motifs de déplacement qui évoluent pas, les catégories de population qui arrêtent de se déplacer ou se déplacent moins bien. Donc nous, on a voulu avoir une vision un peu plus qualitative en fait, pour donner un peu de contenu à ces chiffres, de mieux les incarner. Ce qui a été décidé chez nous, c'est de lancer une enquête qui a débuté début septembre et qui interroge en fait les Franciliens sur c'est la même méthodologie un peu pour ceux qui connaissent, mais c'est une méthodologie un peu simplifiée. Donc on pose vraiment une question descriptive des déplacements qui ont été réalisés la veille de l'interview, et on demande quels étaient les motifs de déplacement. Et ça va nous permettre de voir quels sont les motifs qui diminuent ou qui augmentent. Et là, je rebondis par rapport à l'intervention précédente, parce que effectivement, tout ce qui est mobilité déléguée, c'est quelque chose qu'on va suivre de près. C'est-à-dire que c'est bien beau si les Franciliens se déplacent pas, mais si c'est pour se faire livrer par d'autres, ça a aussi un impact qu'on va pouvoir un peu mieux cerner, on va dire. Et je crois qu'un point important pour aller ça a été très clairement évoqué, c'est que cette crise, elle a quand même révélé un impact social qui est très différencié. Et c'est vrai que du coup, dans l'enquête qu'on est en train de mener, on a une attention qui est sur la prise en compte des différents profils de population avec des quotas fins qui ont été établis afin de bien prendre en compte les quartiers prioritaires de la politique de la ville, de s'assurer qu'on a différentes catégories socio-professionnelles interrogées. On tient compte du statut d'occupation, du niveau de diplôme. Et donc, c'est peut-être aussi ce qui nous différencie des enquêtes qui ont été menées à travers des bases clients, par web, par Internet, où là, on sait qu'il y a quand même un gros biais et il y a tout un pan de la population qui est pourtant celle qui se, on va dire, de la situation actuelle, qui est mal prise en compte. Donc, voilà. Donc, cette enquête, elle a débuté en septembre. On interroge 4000 personnes entre chaque période de vacances scolaires, c'est-à-dire que là, on a débuté en septembre, on va s'interrompre pour les vacances de la Toussaint. On analyse. Ensuite, on fera des premières communications, je pense, mi-novembre. Ensuite, on reprend après les vacances de la Toussaint. On continue comme ça jusqu'à l'année prochaine. Et puis, ça nous permettra aussi de voir les évolutions qui sont transitoires, celles qui
se pérennise. Et puis pour nous aussi, dans le cadre du pilotage qu'on mène en continu de l'enquête globale transport, ça va nous permettre de voir quand est-ce qu'on va pouvoir reprendre notre enquête globale transport classique, en fait, une fois que la situation sera un peu stabilisée. Voilà, j'espère que j'ai pas pris trop de temps et je pense avoir fait à peu près le tour des informations que je souhaitais vous communiquer. Merci. Merci Christelle. Non, c'est vraiment intéressant là, que ces enquêtes, en fait, elles se lancent et c'est vrai qu'on a échangé avec Laurence de Brinca sur le programme de travail 2021 qu'on est en train de faire et on se disait qu'en fait, ce serait bien qu'on puisse faire aussi des analyses pour mieux connaître justement qui se déplacent et notamment sur les questions de micromobilité. Donc, en fait, on vous remercie pour votre participation à ce web café. Et on vous donne rendez-vous donc au prochain. Le prochain portera sur les jeux de données, SIG, usage, carte et open data. Et il aura lieu le 29 septembre à 13h15. Merci et puis bon après-midi.